de la Seconde Guerre mondiale, 24 grands porte-avions de la classe Essex ont été construits. Cette production en nombre a démarré en décembre 1942 et 7 bâtiments ont été mis en service à peine un an plus tard. À nouveau navire, nouveaux marins. L'expansion de l'US Navy oblige celle-ci à répartir son personnel aguerri. À peine à bord, l'équipage reçoit une formation intensive. Chaque matelot doit connaître parfaitement sa fonction et l'exécuter avec précision. Lorsque les porte-avions empruntent le canal de Panama pour rejoindre le Pacifique, il reste aux hommes peu de temps pour se familiariser avec leurs nouveaux bâtiments qui passent des chantiers navals à la zone de combat sans autre formalité. Avec plus de 3400 hommes à bord, chaque porte-avions est une véritable petite ville. On y trouve les métiers urbains usuels, des bouchers, des plombiers, des boulangers, des médecins, des charpentiers. Les aviateurs forment évidemment le bras armé du vaisseau et ils bénéficient d'un prestige considérable. Les porte-avions du type Essex embarquent entre 80 et 100 avions. Cette force de frappe repose sur une multitude de spécialistes, depuis ceux qui s'occupent du bâtiment et de ses défenses, jusqu'à ceux qui entretiennent et arment les avions. Quand le bâtiment part en guerre, tous ces hommes font une croix sur leur loisir. Un pilote de l'US Navy a dit un jour qu'un porte-avions ressemble à une allumette flottant au milieu d'une piscine lorsqu'on s'en approche pour apponter. Les porte-avions de type Essex sont immenses comparés à d'autres navires, mais pour y poser un appareil, leur pont reste de petite taille. L'organisation de l'activité de la piste est une discipline spécifique, complexe et continue. Il faut savoir gérer l'espace, ou plutôt le manque d'espace. Sur ce petit aérodrome très encombré, les appareils de retour du combat sont souvent endommagés et s'écrasent, faute de pouvoir apponter. En temps de guerre, les terrains d'aviation sont entourés de carcasses sur lesquelles les mécaniciens récupèrent des pièces. Sur les porte-avions, pas de place pour un tel luxe. Quand un appareil est trop abîmé, on s'en débarrasse. Il est remplacé par un autre que l'on remonte du stock et que l'on assemble dans le hangar. Dans tous les cas, un avion en mauvais état est une perte d'espace. Si les pertes en hommes sont étonnamment faibles durant la majeure partie de la guerre, il n'en est pas de même pour les avions. L'US Navy n'a de cesse de recruter et de former du personnel pour soulager, renforcer et remplacer les troupes au combat. Ainsi, fin 1942, ce sont plus de 30 000 pilotes entraînés qui rejoignent l'US Navy. En revanche, la marine japonaise ne dispose en 1941 que d'un maximum de 3500 pilotes aguerris et n'est plus en mesure d'égaler en quantité et en qualité les pilotes américains. Les responsables du pont est ponctué de catastrophes et d'accidents. L'incendie d'une bombe au phosphore fixée à un avion, par exemple. Aux incidents survenus au combat viennent s'ajouter les accidents banals, comme les avions qui ratent les brins d'arrêt et finissent dans la barrière, ou ceux dont un pneu éclate à l'appontage. Avant le décollage, les équipes de maintenance sont dédiées à la parfaite préparation de l'avion. Les mitrailleuses doivent être en état de marche, les bombes correctement accrochées, les moteurs doivent tourner bien rond et l'appareil doit être parfaitement nettoyé pour fournir le moindre kilomètre-heure supplémentaire qui sauvera peut-être le pilote en cas de difficulté au combat. De retour au navire, ce dernier sera sorti du cockpit en toute sécurité par ces mêmes hommes de pont. Les pilotes doivent avoir confiance en ces spécialistes. Chaque fois qu'ils décollent, c'est leur vie qui est entre leurs mains. The enlisted man
Le matelot de deuxième classe, qu'il appartienne à votre escadrille ou qu'il fasse partie des équipes de pont, l'homme qui détache votre crosse d'appontage, celui qui vous catapulte ou celui qui vous fait passer entre les avions sur le pont. J'avais confiance dans ces gars grâce à qui je pilotais un avion. Et je crois que c'est le plus grand compliment qu'on puisse leur faire. Mon chef d'équipe au sol avait 18 ans, Sammy Brooke, matelot sur les Sex. J'avais juste à lui dire, est-ce que l'avion est prêt à décoller? L'expérience des combats confirme l'importance des porte-avions. Mais elle démontre aussi qu'un puissant porte-avions d'attaque peut être trop gros ou inapproprié dans de nombreuses situations. On réclame de tels bâtiments en grand nombre, mais il n'est évidemment pas nécessaire ni économique de construire une flotte gigantesque de gros porte-avions de la classe Essex. L'US Navy a besoin d'unités rapides pour défendre ses escadres. Il faut un navire pouvant se déplacer à la vitesse d'un porte-avions d'attaque, mais ne transportant que des chasseurs. Des coques de croiseurs sont sélectionnées pour être reconverties. Elles sont plus petites que celles qui ont été utilisées pour le Saratoga et le Lexington. Ce sont celles de croiseurs légers rapides de la classe Cleveland qui servent de base à la construction des porte-avions de la classe Indépendance. Avec 45 appareils à leur bord et croisant à 31 nœuds, 57 km/h, ils constituent une protection de qualité pour les flottes de combat et les gros porte-avions, qui peuvent ainsi utiliser leurs propres chasseurs pour escorter leurs avions d'attaque. Comparés aux 27 000 tonnes des bâtiments de la classe Essex, les porte-avions type Indépendance ne jaugent que 11 000 tonnes. Ils se révèlent très efficaces dans leur mission. 9 vaisseaux de ce type sont mis en service en 1943 et ils vont servir pendant de nombreuses années. Le dernier sera retiré du service en 1970. Les porte-avions d'escorte assurent un grand nombre de missions plus discrètes mais non moins essentielles. Les îles éloignées ont besoin de recevoir de nouveaux avions. Les péniches de débarquement transportant des hommes de troupes vers les plages doivent être protégées de toute attaque aérienne. Les convois ont besoin de l'appui des chasseurs contre les sous-marins et les bombardiers à long rayon d'action. Et ces convois sont de plus en plus nombreux. À un certain moment, nous perdions un demi-million de tonnes de cargaison par mois. En tout, nous avons perdu plusieurs milliers de navires. Les avions basés à terre que nous utilisions au début de la guerre n'avaient pas une autonomie suffisante pour couvrir tout l'Atlantique Nord. Il y avait ce qu'on appelait un trou au milieu de l'Atlantique. C'est alors que nos CVE sont arrivés. Et ils ont comblé ce trou. Quand ils sont apparus, ils ont anéanti les flottes de sous-marins. Au cours de la guerre, l'US Navy met en service plus de 80 porte-avions d'escorte ou CVE. D'autres sont construits pour les Britanniques et les Alliés. On les surnomme porte-avions de poche ou Jeep Carriers. Ils se montrent extrêmement efficaces partout où on les envoie. Les premiers sont des cargos reconvertis. Mais très vite, on met en chantier des coques de porte-avions d'escorte sur le modèle des cargos destinés à transporter rapidement des avions. Les chantiers navals américains vont ainsi fournir 7 types différents de porte-avions d'escorte qui déplacent tous environ 8000 tonnes, ont une vitesse limitée à 20 nœuds, 37 km/h et embarquent une trentaine d'avions. Lors de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, les 2 porte-avions américains basés au port sont en mer pour convoyer des avions. Le Lexington est à près de 2000 km, livrant des bombardiers en piqué aux Marines de Midway, tandis que l'Enterprise vient de déposer une douzaine de Grumman Wildcat à Wake. Certes, ces missions évitent la destruction des 2 bâtiments, mais en temps de guerre, un tel usage tient plus du gaspillage de leurs capacités offensives. Les porte-avions d'escorte dans le Pacifique passent beaucoup de temps à livrer des avions dans les îles où les Américains sont implantés.
Les distances dépassent très largement l'autonomie de la plupart des avions et les seuls moyens de réduire ces distances sont soit de rapprocher la base aérienne en utilisant un porte-avions, soit de démonter les appareils, les transporter par bateau et les remonter sur place. Cette dernière méthode est irréalisable en temps de guerre où l'arrivée d'avions en état de marche, prêts au combat, est préférable. Alors que des convois se préparent à prendre le large pour l'invasion des Mariannes, des escadrilles de P-47 de l'Army Air Force sont chargées à bord de porte-avions de la classe Casablanca. L'invasion de Saipan connaît les combats les plus sanglants de toute la guerre. Il faut plus de 3 semaines aux Américains pour s'assurer le contrôle d'un bout de terre de 185 km². La couverture aérienne des troupes doit tout d'abord être assurée par les porte-avions. Mais s'ils sont coincés près des plages, ils perdront toute leur mobilité d'attaque et seront des cibles faciles. Il faut absolument que l'aviation puisse opérer à partir des terrains de l'île le plus rapidement possible après l'invasion. C'est là que les P-47 embarqués sur les 2 porte-avions d'escorte entrent en jeu. Ils doivent se poser à Saipan dès que les troupes auront pris possession des terrains d'aviation et les auront remis en état. Dès lors, les gros porte-avions seront libérés et pourront accomplir d'autres missions plus appropriées. Pour les invasions suivantes, des groupes de porte-avions d'escorte fourniront eux-mêmes l'appui aérien pendant les débarquements. Le développement de la capacité aéronavale américaine est impressionnant. En 1941, l'US Navy dispose de 7 porte-avions, 6 d'attaque et 1 d'escorte plus expérimental qu'opérationnel. 3 ans plus tard, en 1944, elle déploie 13 gros porte-avions d'attaque, 9 porte-avions légers de type Indépendance et 63 porte-avions d'escorte. Soit un total de 85 bâtiments qui, bien sûr, ne correspondent pas à la puissance de 85 unités de la classe Essex. Pourtant, l'existence des porte-avions d'escorte signifie que 22 porte-avions rapides peuvent attaquer en formation. Sans eux, la puissance de la flotte aurait été divisée en 2, les navires à mission active et les navires à mission passive assurant la protection des convois. En quelque sorte, ils multiplient la puissance de frappe avec rapidité et à moindre coût. Les porte-avions d'escorte, par nature, ne sont pas blindés puisque construits sur des coques standards. Ils sont également lents. Dès leur apparition, les kamikazes s'intéressent surtout à ces bâtiments, moins bien défendus et moins robustes. Et quand ils sont touchés, ces petits porte-avions sont souvent gravement endommagés. Aucun bâtiment de la classe Essex ne sera détruit au cours du conflit, mais pour leurs petits homologues, les pertes seront sévères. C'est dans l'Atlantique que les porte-avions d'escorte s'avèrent les plus efficaces. Ils sont au premier plan de la lutte contre les sous-marins allemands. Les combats sont très durs et l'avantage ne cesse de passer d'un camp à l'autre. À plusieurs reprises, les U-boats semblent être sur le point de remporter la victoire. L'entrée en action des porte-avions d'escorte a pour effet immédiat de mettre fin aux activités des bombardiers Condor à long rayon d'action de la Luftwaffe qui attaquent les convois hors de la portée des chasseurs basés sur les îles britanniques. Les appareils allemands sont non seulement très efficaces dans leurs raids de bombardement et de mitraillage des convois, mais complètent avantageusement l'action des sous-marins dont l'élimination est des plus délicates.
Dans un premier temps, les porte-avions d'escorte accompagnent les convois croisant dans l'Atlantique aux côtés des cargos et leur fournissant une protection aérienne. Leur rôle est alors purement défensif, mais ils parviennent également à paralyser l'activité des bombardiers allemands à long rayon d'action, tout en rendant la tâche des U-boats difficile, ceux-ci devant passer plus de temps en immersion. Les offensives contre les U-boats sont assurées par les destroyers et les frégates. Plus tard, quand ils sont plus nombreux, les porte-avions d'escorte constituent le noyau d'un nouveau type d'escadre anti-sous-marine, un groupe de destroyers déployés en cercle autour d'un petit porte-avions. Cette combinaison va mettre définitivement fin à l'offensive des sous-marins allemands. Désormais, seuls ou en meute, les U-boats sont constamment attaqués ou interceptés par air. S'ils voient apparaître les avions de l'aéronavale, ils savent que les destroyers ne sont pas loin. Par beau temps, la forme effilée caractéristique des sous-marins est aisément repérée du ciel jusqu'à 20 mètres de profondeur. Ils passent de moins en moins de temps en surface. Ralentis lorsqu'ils naviguent en profondeur, les porte-avions les gênent. Même si ces derniers ne les trouvent pas et ne les coulent pas, ils réduisent considérablement l'efficacité et la mobilité des U-boats. En mai 1944, le porte-avions d'escorte Guadalcanal est au centre d'un groupe de lutte anti-sous-marine qui va, lors d'une patrouille, réaliser un des exploits les plus spectaculaires de la guerre. L'escadre entre en contact avec un sous-marin et tandis que les avions le surveillent, les destroyers commencent à le bombarder à coups de mines sous-marines. Lorsque le sous-marin fait surface, les navires américains ouvrent le feu avec leur artillerie légère, mais l'équipage allemand n'est plus en état de poursuivre le combat. Après avoir ouvert les écoutilles du submersible pour le saborder, il s'enfuit à bord des radeaux. Mais les Américains ont déjà lancé des équipes d'abordage et montent à bord du sous-marin juste à temps pour fermer les écoutilles et l'empêcher de couler. Ils ne parviennent pas à faire fonctionner les pompes pour évacuer l'eau qui envahit la coque. Le U-505 flotte entre deux eaux dans la houle de l'Atlantique, tandis que d'autres matelots du porte-avions se rendent à son bord. Ayant capturé un sous-marin, ils ne veulent surtout pas voir leur proie leur échapper. Mais ils ont de grandes difficultés à reprendre le contrôle de la machine. Pendant ce temps, l'équipage allemand est récupéré par un autre bâtiment de l'escadre. Pendant les mois intenses de la bataille de l'Atlantique, les quelques porte-avions d'escorte disponibles accompagnent les convois. Mais petit à petit, leur nombre grandissant leur permet de mener des actions offensives de lutte anti-sous-marine avec succès. En un an, à compter de mai 1943, leurs avions coulent 43 sous-marins allemands. Et appuyés par leurs féroces partenaires du ciel, les bombardiers libérateurs à long rayon d'action, les porte-avions d'escorte remportent la bataille de l'Atlantique. Alors que les gros porte-avions d'attaque vont rester en service pendant de longues années après la guerre, la plupart des porte-avions légers d'escorte sont mis au rebut dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les plus simples ne sont que des cargos reconvertis, embarquant seulement 4 avions, mais transportant des marchandises. Ceux-ci peuvent aisément reprendre un rôle plus paisible de navires marchands. En revanche, les bâtiments spécialement construits comme porte-avions d'escorte requièrent des transformations plus coûteuses que leur valeur, et la plupart disparaissent aussi vite qu'ils étaient apparus.
porte-avions Guadalcanal, qui a récupéré l'U-boat allemand, est mis à la ferraille en 1956. Sort que sa prise de guerre ne subira pas, puisque le sous-marin est aujourd'hui exposé au Musée des sciences et de l'industrie de Chicago. L'exploit du Guadalcanal s'emparant de l'U-505 n'est qu'une anecdote dans cette guerre. Et l'action des petits porte-avions est finalement assez discrète comparée aux glorieuses épopées des grands porte-avions d'attaque sur des centaines de kilomètres en plein océan. Les porte-avions d'escorte ont accompli des tâches moins prestigieuses, mais leur contribution à l'effort de guerre fut néanmoins énorme. Les missions qu'ils durent accomplir étaient essentielles et furent menées à la perfection.